Donc, l'émotion, c'est quoi? Bon, l'émotion, c'est quelque chose qui est essentiel parce qu'elle se situe au carrefour du biologique, du social et du psychologique. C'est quelque chose qui nous permet de vivre avec les autres. Si vous n'avez plus d'émotion, vous allez devenir invivable et vous allez concevoir les autres comme étant invivables. C'est quelque chose qui est lié à une perception physique, donc c'est quelque chose qui est ancré dans le corps. Il n'y a pas d'émotion sans langage du corps, et c'est quelque chose aussi qui suppose que cette sensation ou cette perception, elle soit traitée dans le cerveau, et elle est même traitée dans des zones très spécifiques du cerveau. Alors c'est vrai que sur ce plan-là, par exemple, ce qu'on a utilisé pour travailler les états affectifs, c'est-à-dire considérer qu'il s'agit d'une maison à 3 étages. Le principe de cette maison à 3 étages, c'est ce qui se passe dans le cerveau d'un être humain dès qu'il a à traiter une émotion. Les émotions, il n'y en a que 5 qui sont considérées comme universelles, certains en parlent de 6, mais il y en a 5 qui sont incontestables, c'est la joie, la colère, la peur, la tristesse et le dégoût. On peut rajouter la surprise, mais elle est généralement emmêlée avec d'autres. Ce sont les 5 qui d'ailleurs vont se signaler par l'expression faciale notamment, de manière universelle. Quelle que soit votre culture, vous aurez les mêmes façons d'évoquer ces 5 émotions qui sont finalement des bases d'état affectifs qui vont nous permettre d'une part de recevoir l'émotion, d'autre part de nous mettre en mouvement ou de mettre notre environnement en mouvement. Chez l'être humain, c'est un peu plus compliqué que chez l'animal, parce que nous partageons les émotions avec les animaux. L'être humain a un cortex qui va lui amener très très vite à transformer ses émotions en état d'âme. C'est-à-dire, on va se mettre à mettre du contenu cognitif autour de l'émotion. On va commencer à réfléchir à ces émotions et elles vont devenir un peu autre chose que ce qu'elles étaient à la base. C'est pour ça qu'on a toujours intérêt, quand on veut arriver à l'authenticité de ce qui est vécu, de détricoter l'état d'âme et de revenir à l'émotion. Si vous laissez l'état d'âme s'installer dans le temps, ça va devenir un sentiment. Pour expliquer très rapidement et illustrer comment ça se produit, pensons aux attentats terroristes qu'on a connus à la fois en Belgique et en France. On a vu apparaître des t-shirts absolument absurdes qui disaient « même pas peur ». Si des bombes explosent dans votre environnement, si vous n'avez pas peur, c'est même pas que vous n'êtes pas humain, c'est juste que vous n'êtes pas vivant. Dès que la vie est menacée, elle se traduit par un ensemble d'émotions. Eh bien, même pas peur n'a pas de sens. Même pas inquiet aurait supposé que vous n'avez pas de cortex, parce que vous n'êtes pas en mesure de réfléchir à un monde dans lequel des bombes peuvent exploser partout. Et évidemment, ce qu'on aurait voulu voir apparaître, c'est même pas terroriser, c'est-à-dire un sentiment qui vous rend le monde invivable parce que vous êtes impuissant à y vivre, parce que la manière dont vous représentez ce monde est qu'il est susceptible de vous terroriser en permanence. Les terroristes ne s'y trompent pas d'ailleurs, ils ne visent pas ni à faire peur, ni à inquiéter, mais à bloquer un système social en provoquant de la terreur. C'est pour ça que c'est important chez un être humain de supposer ces 3 étages comme demandant chacun des réponses différentes. Si on parle d'une émotion, vous aurez une réaction. Si on évoque un état d'âme, vous aurez une discussion pour en parler et le sentiment suppose une prise en charge. C'est pour ça que c'est toujours important de savoir à quel étage on se situe. C'est important aussi de savoir comment ça fonctionne une fois qu'on est dans le cerveau. Et là, on va parler de 3 guichets. 3 guichets qui vont nous permettre effectivement d'envisager le circuit que fait une émotion dans ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Et là, je parle d'émotions, hein, donc joie, tristesse, colère, peur, dégoût. Vous allez voir comment ça fonctionne. Vous regardez un dessin animé qui s'appelle Vice Versa. Vous allez très bien comprendre pourquoi le fonctionnement du cerveau implique les 5 émotions et pas la joie continue. Parce que systématiquement, ces 3 guichets vont vous poser 3 questions. La première question, c'est qu'est-ce que tu ressens? Et là, c'est toujours utile dans les outils, dans les techniques qu'on a, d'avoir à sa disposition des émoticônes qui permettent de centrer sur ces 5 états émotionnels dont on vient de parler et de ne pas s'égarer dans des états d'âme. Qu'est-ce que tu ressens? Et cette émotion, elle ne pourra pas être contredite parce qu'une émotion, c'est ni vrai, ni juste, ni bien animal, ni juste, ni injuste. C'est juste ce que c'est une émotion. Donc, si vous êtes triste, si vous êtes en colère, si vous avez peur, bien, c'est ce que vous ressentez. Ça, ce n'est absolument pas discutable ou contestable, ni dans la légitimité de l'éprouver, ni même dans l'intensité avec laquelle vous l'éprouvez. Chacun est tributaire de la manière dont il exprime son émotion et dont il la ressent. Le deuxième petit guichet, il va vous demander pourquoi est-ce que tu ressens cette émotion. Ce qui est un peu piégeux dans la vie de tous les jours, c'est que plus on est proche de la personne, moins on va l'autoriser à éprouver une émotion
C'est-à-dire, en gros, si vous demandez à votre enfant comment il va et s'il vous dit qu'il est triste, vous allez très, très vite essayer de lui dire qu'il n'a pas à être aussi triste que ça et qu'il n'a même pas à être triste parce qu'il a tellement de raisons d'être heureux. C'est tout à fait légitime. C'est parce que comme c'est quelqu'un qui est proche de nous, on craint la contagion émotionnelle. Si vous allez voir un professionnel, il va vous demander qu'est-ce que vous ressentez, quelle est votre émotion. Si vous lui dites que vous êtes triste, il va vous dire que vous avez raison d'être triste, enfin, vous avez vos raisons d'être triste, et il va vous autoriser pleinement à être triste. C'est pour ça qu'on a besoin de professionnels quand on parle de nos états affectifs. Deuxième petit guichet qui demande pourquoi tu ressens l'émotion. Avec nos proches, on va avoir une tendance naturelle, aussi parce qu'on craint la contagion émotionnelle, à les interrompre très, très vite quand ils expriment l'émotion. Par contre, si on est un professionnel, on demande, comme le fait ce deuxième guichet, pourquoi tu ressens l'émotion, on n'interrompt pas celui qui parle et on va laisser courir le flux émotionnel parce qu'on ne craint pas d'être débordé par celui-là. Et ça permettra d'aller jusqu'au troisième guichet, qui est terriblement important, puisque une émotion, c'est ce qui va provoquer une tendance à agir, c'est-à-dire non plus pourquoi tu ressens l'émotion, mais pourquoi. Quel objectif est-ce que tu poursuis en manifestant cette émotion? Quel est le motif de l'émotion? Et donc, vers quoi il peut pousser, soit tes conduites à s'adapter, soit les conduites de l'entourage. Les trois guichets, c'est important de pouvoir en faire finalement des substituts de méthodologie, d'outils qui vont permettre justement de permettre à la personne de choisir une émotion qui sera incontestable, lui permettre de l'expliquer dans la longueur sans l'interrompre et interroger à la fois la personne, mais aussi son entourage sur le sens que l'on donne à l'émotion qu'elle vit. Ce qui est important aussi, c'est savoir que l'émotion chez un être humain, ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement pur. On a tous dans la tête des exigences à exister. Moi, j'ai appelé ça le petit vélo à 4 roues qui se met en mouvement dès qu'on est soumis à un surplus d'émotions et qu'on entend 4 petites voix qui résonnent dans la tête. Dans les ateliers lâcher prise, par exemple, c'est l'idée d'écouter ces petites voix, parce que les faire taire en faisant comme si elles n'existaient pas, ça ne fonctionne pas. Il faut les écouter pour pouvoir les remettre à leur juste place, c'est-à-dire ne pas penser que ces petites voix sont des exigences à obéir ou des injonctions à se comporter, mais sont juste des manières de penser qui vont nous rendre les émotions très difficiles à vivre parce qu'elles vont les parasiter. 4 émotions, sois parfait, sois fort, dépêche-toi, fais un effort. 4 petites voix, 4 petites injonctions qui vont parfois créer des émotions contrariées. Je ne m'autorise pas à être triste alors que je suis maman et que j'en peux plus d'avoir mes enfants parce qu'on m'a toujours dit que je devais être forte. On m'avait toujours dit que je devais être parfaite, que je devais faire des efforts pour être la maman qui est à la hauteur de sa tâche et qu'en plus tout ce que je fais, je dois le faire en ne me donnant pas le temps de récupérer émotionnellement. Et donc, ces 4 petites voix, par exemple, obligent les parents, les mamans, les papas à être des parents à temps plein, à ne pas se préoccuper d'eux-mêmes et à répondre à ces différentes injonctions en se refusant les émotions. 3 autres outils qui ne sont pas encore dans la valise à outils, mais qui vont y être. L'histogramme des émotions. C'est important de savoir qu'une émotion, ce n'est pas quelque chose qui est unique. C'est généralement un flux émotionnel que l'on retrouve et qui va s'étendre dans la durée. Si vous avez, par exemple, regardé un match de foot ou, pour un enfant, écouter un conte de fées. Dans l'histogramme, par exemple, je prends, qui a été établi, je vais prendre un match que tout le monde connaît ici autour de l'écran, Belgique-France. Belgique-France, ce n'était pas terrible pour les Belges, c'était super pour les Français, dit-on, dans ce match. Si vous faites l'histogramme des émotions, vous allez voir effectivement qu'une émotion, ça varie systématiquement en fonction de sa valence. Il y a des émotions positives, positivement vécues en tout cas, et de son intensité. Prenons la première mi-temps. Si vous faites l'histogramme des émotions pour un supporter belge basique, vous avez 2 moments de relativement faible intensité parce que l'équipe dominait, ses buts étaient relativement attendus, qui sont 2 buts. On mène 2-0 à la mi-temps, sérénité absolue. Vous avez l'impression de vivre quelque chose qui finalement répond à une certaine logique émotionnelle. On n'est pas bousculé. Puis les Français marquent un but. Premier pic, mais alors qui prend une valence forte dans les valences négatives, pic de relative intensité dans le premier but. Et puis, vous avez une deuxième but qui, là, vous fait descendre encore plus bas dans les valences émotives, avec une intensité plus forte. Et puis, il se passe quelque chose qui a rendu ce match tout à fait particulier.
c'est que vous avez un but marqué, alors que les Belges n'attendent plus, parce qu'ils ne jouent pas trop bien, ils sont dominés, et vous avez Lukaku qui marque un but. Hop, valence hyper positive, et vous remontez, c'est ce qu'on appelle un ascenseur émotionnel, et puis vous attendez quelques minutes, et puis on va annuler votre but. Boum, vous retombez. Et donc ça, sur le plan de l'ascenseur émotionnel, c'est relativement compliqué à vivre, et dans la minute qui suit, la France marque le but qui permet de l'emporter, valence négative complète. Quand vous voyez ce circuit-là, vous pouvez demander à quelqu'un, est-ce que tu as vécu un bon match? Si vous êtes belge, généralement, les Belges disaient non, c'est une catastrophe. Les Français disaient c'était génial. Alors que quand on analyse le contenu de l'histogramme, on se dit que si on veut permettre à des Belges, par exemple, de préserver l'envie qu'ils ont de regarder le prochain match, il faut les ramener à ce qu'on fait généralement intuitivement, quand on se donne le temps de le faire. On va revisiter ce qui s'est passé de positif. C'est-à-dire, ça a quand même été assez chouette. La première mi-temps, ils ont super bien joué, ils ont dominé les Français, c'est pas si mal. Et donc, on va se remettre en mouvement pour pouvoir vivre un nouveau match. C'est exactement ce qu'on fait quand on raconte une histoire à un enfant, par exemple, lorsqu'on va avoir un histogramme qui va se développer. Alors, les histoires d'enfants, elles sont généralement conçues pour qu'on termine sur un ascenseur émotionnel qui vous fait monter très haut. Ils se marièrent, ils eurent beaucoup d'enfants, etc., etc. Et donc, une grande joie partagée. Ce n'est pas toujours le cas. Et par exemple, si vous regardez un dessin animé comme Bambi, et j'ai fait l'histogramme sur Bambi et sur Blanche-Neige, vous avez quand même un moment où la valence est intense et très forte, c'est la mort de la maman de Bambi. Et puis, vous allez après avoir des tout petits sauts qui vont vous permettre de surnager au-dessus avec des éléments. Et vous n'aurez pas une grande intensité émotionnelle. Bien sûr, ils ont des petits à leur tour, mais la maman ne revient pas. Et donc, il faut pouvoir débriefer en conséquence sur l'intégralité du flux émotionnel pour se rendre compte que quand notre enfant est exposé à un dessin animé comme Bambi, il n'en sort pas complètement indemne parce qu'il a vécu une descente émotionnelle forte. La plupart des parents qui ont laissé leur enfant devant Bambi tout seul à la télé, ils n'ont pas pris conscience de ça et donc ils ne débriefent pas avec l'enfant. Ces outils qu'on veut mettre en place, c'est aussi des outils pour permettre de débriefer le flux émotionnel. Deux autres outils, mais je vais passer très vite puisque je n'ai que 10 minutes, donc la ligne de temps des émotions. Parce que quand on va un peu trop vite dans l'idée de gérer les émotions, si vous lisez des bouquins de pédagogie positive, on ne va pas arrêter de vous dire attention, vivez au présent, ancrez-vous dans le présent, ne vous souciez pas de votre passé qui vient grever les émotions, parce qu'une émotion humaine, elle est grevée du passé et elle est déjà entachée de ce que sera l'avenir. Quand elle se grève du passé, elle le fait par l'intermédiaire de deux objets psychologiques qu'on appelle le remords ou le regret. On vit tous avec des remords et des regrets. C'est consubstantiel à notre vie humaine et on a tous de l'anxiété et de l'angoisse parce que, en tant qu'être humain, on a un cerveau qui nous invite à nous projeter dans l'avenir. Si on vous dit, comme on le dit trop vite dans des outils qui ne sont pas validés sur le plan scientifique, et dans lequel on vous dit branchez-vous sur le présent, apprenez à respirer, apprenez effectivement, ça c'est une bonne stratégie pour maîtriser l'émotion, c'est maîtriser son ancrage physique. Apprenez à respirer, revenez dans le présent, oubliez votre passé et ne vous préoccupez pas de votre avenir. C'est comme ça qu'on produit des crétins. Un crétin, c'est uniquement, la définition scientifique du crétin, c'est quelqu'un qui vit dans le présent, dans ce qu'on appelle le nu présent, qui est incapable d'apprendre de ce qu'il a vécu et qui est incapable d'anticiper ce qu'il aura à vivre. C'est effectivement des positions salutaires quand on est en vacances, c'est ça que servent les vacances en principe, mais dans la totalité d'une vie, ça empêche tout simplement d'apprendre. Et donc, on doit pouvoir dire un remords, un regret, on va écouter ce qu'ils nous apprennent de ce que l'on est, des choix qu'on a fait, de la manière dont on a fait ces choix, de la manière dont on a tenu compte de ce qui dépendait de nous et qu'il fallait avoir le courage d'affronter, de ce qui ne dépendait pas de nous et qu'il fallait faire l'effort d'accepter, et de la sagesse qui est nécessaire pour discriminer l'un de l'autre. C'est les stoïques qui nous ont appris ça, mais ça ne s'impose pas, ça s'apprend. Un regret, un remords, ça s'interroge. On doit apprendre très très vite aux enfants à interroger le regret, le remords. Quand ils ont fait un choix de jouet, qu'ils le regrettent, ils ont appris quelque chose. J'ai peut-être choisi trop vite. J'ai pas pris les critères qu'il fallait. Et donc apprendre de ce qu'on a vécu plutôt que d'essayer d'évacuer en disant n'y pense plus, pense au présent. L'avenir, c'est de l'anxiété et de l'angoisse pour chaque être humain. Incertitude, finitude, solitude. On va tous mourir, on ne sait pas quand, et ceux qu'on aime vont mourir aussi. Là, je ne reste pas là-dessus parce que c'est de l'angoisse et ça plombe généralement quand on y pense, et on est outillé pour ne pas y penser.
Et donc, c'est comme ça qu'on va manifester des mécanismes d'anxiété. Ces mécanismes d'anxiété sont plus ou moins morbides, plus ou moins pathologiques, c'est-à-dire c'est une façon d'anticiper l'avenir et la manière, par exemple, dont la joie que je ressens, je pourrais la revivre, je le sais, mais elle ne sera pas nécessairement éternelle. Je dois donc me donner les moyens de remettre en mouvement des éléments qui me redonnent cette joie, mais pas m'imaginer, comme le font beaucoup d'anxieux, qu'elle est éternelle et que quand elle disparaîtra pour toujours. On est dans cette idée que sur une ligne de temps des émotions, je m'ancre dans un présent apaisé et pas dans un présent qui est délesté du passé et de l'avenir. Un présent apaisé, c'est un présent qui a fait la paix avec le passé parce qu'il en a tiré les leçons et qui est capable d'envisager l'avenir sans angoisse et sans anxiété. Dernier outil, je m'arrêterai après cet outil-là, la couleur des mots ou la palette des émotions. Ça, on connaît bien comment ça fonctionne au niveau de la palette des émotions. Vous connaissez tous la couleur des émotions. Intuitivement, d'ailleurs, les poètes le faisaient. Baudelaire disait toujours les émotions ont une couleur très claire, le rouge pour la colère, la tristesse pour le bleu, hein, c'est pas pour rien qu'on parle de blues, le vert pour la peur et l'ocre pour le dégoût. Donc vous avez ces émotions. La joie étant plus symbolisée par un arc-en-ciel, c'est-à-dire un ensemble de couleurs, mais qui sont toujours éclatantes. Ça, c'est les couleurs des émotions. Quand on travaille avec des enfants qui ne parlent pas, on utilise la palette. Quand on travaille avec des adultes, la palette des émotions est un modèle trop simplifié. On doit passer dans la couleur des mots. Et la couleur des mots, eh bien, il faut le savoir, hein, les Esquimaux ont 52 façons de dire qu'il neige, parce que la neige est très importante chez eux. Nous avons des façons multiples de dire les émotions et qui se sont démultipliées dans le vocabulaire contemporain. Quand on parle de vocabulaire contemporain, c'est les 50 dernières années, parce que la société est devenue de plus en plus affective. Vous êtes agacé, irrité, enragé. Ça ne veut pas dire la même chose. Ces mots vont systématiquement être évoqués en fonction de deux critères. D'abord, l'intensité de votre réponse physique, la façon dont physiquement cette émotion s'inscrit en vous et vous l'extériorisez. Si vous me dites « je suis frustré », ben vous êtes en colère, mais c'est quelque chose qui est intériorisé. Si vous me dites « je suis exaspéré », eh bien là, vous allez me parler d'une colère qui sort de vous et qui est très, très peu internalisée et qui va se manifester évidemment par des symptômes physiques. Premier effet, donc cette forme de extériorité ou intériorité des manifestations physiques plus ou moins intenses. Deuxième valence qui est associée au mot, c'est la brutalité ou la souplesse avec laquelle je vais solliciter mon environnement. Si vous me dites que vous êtes enragé ou si vous me dites « attention, on ne va pas voir le patron parce qu'il est enragé », je sais qu'il manifeste physiquement cette colère et qu'en plus, il risque de me mordre. Et donc, je vais me méfier plus que si on me dit « il est mécontent ». S'il est mécontent, ça veut dire effectivement qu'il y a une faible valence au niveau de la répercussion physique de l'émotion et qu'il ne va moins risquer de me brutaliser par la colère qu'il ressent. Et chaque mot est associé à une double valence. Quand vous utilisez l'outil, c'est simplement dire à une personne adulte ou adolescent capable de manier le vocabulaire, quels sont les mots que tu choisirais pour évoquer ta colère. Et là, on a un outil qui est très performant pour pouvoir mettre de la couleur dans l'émotion qui est éprouvée et la nuancer. C'est ça qu'on doit pouvoir faire avec des émotions pour pouvoir travailler dessus. Et je vais conclure par ça, parce que les émotions, c'est quelque chose qu'on va utiliser, notamment pour les personnes, évidemment, qu'on est amené à encadrer, mais c'est aussi quelque chose qui va faire évoluer les rapports qu'on a avec les autres. Donc, travailler sur les émotions à l'intérieur, par exemple, de nos cadres de collaboration. Par exemple, à l'intérieur de ce qu'on appelle une communauté éducative. C'est être sûr que l'on parle de la même chose quand on parle des émotions. C'est pour ça qu'il faut un vocabulaire commun. C'est aussi pouvoir, entre nous, échanger sur les émotions que l'on vit, par exemple, au terme d'une réunion. Quand j'entends des débriefings de réunions dans des cités de l'éducation, dans des communautés éducatives, qui sont essentiellement dire c'était bien, c'était pas bien, j'ai aimé, j'ai pas aimé, c'est largement insuffisant. Il faut beaucoup mieux exprimer les émotions qu'on a ressenties au terme de la rencontre. C'est beaucoup plus productif pour pouvoir gérer nos relations avec les autres et pour pouvoir créer un tissu de collaboration, puisque l'intelligence coopérative et collaborative, on le sait, elle s'inscrit essentiellement dans la mouvance de l'intelligence émotionnelle. Et donc, tous ces outils sont utiles évidemment pour se préoccuper des personnes que l'on doit accompagner, mais aussi pour apprendre à travailler dans un collectif qu'est par exemple une communauté éducative ou une cité de l'éducation.